Le sergent allemand regardait sa montre quand l'enfer est tombé du ciel. Il n'y eut aucun avertissement. Pas de grondement lointain, pas de sifflement annonciateur, pas même ce bref instant où le corps comprend avant l'esprit. Une seconde plus tôt, ces hommes mâchaient lentement des rations froides dans leurs trous individuels, grelottant dans la boue près de Saint-Lô, parlant à voix basse, plaisantant même. La seconde suivante, le monde a cessé d'exister tel qu'il le connaissait. 200 obus ont frappé en même temps, pas en rafale, pas en progression, ensemble, comme si la terre entière avait explosé d'un seul battement de cœur. Les positions ont été effacées. Des silhouettes debout ont simplement disparu, sans cri, sans mouvement. Des camions ont été soulevés comme des jouets et projetés sur le flanc. L'onde de choc a traversé le sol, écrasant les poumons, faisant saigner les oreilles, projetant des hommes inconscients à plus de 50 mètres du point d'impact le plus proche. Ceux qui ont rampé hors des cratères n'étaient pas seulement blessés, ils étaient brisés. Quelque chose en eux s'était fissuré irréversiblement. En une fraction de seconde, toute leur compréhension de la guerre venait de s'effondrer. Il n'y avait eu aucune montée en tension, aucun temps de réaction, aucun choix possible. L'artillerie allemande ne fonctionnait pas comme ça, l'artillerie britannique non plus. Même l'artillerie soviétique, pourtant massive et brutale, laissait toujours un avertissement, un rythme, une logique. Mais ceci était autre chose. Ce jour-là, sans le savoir, ces hommes venaient de rencontrer le fruit d'une obsession américaine vieille de plus de 10 ans. Une obsession si efficace que des généraux allemands diraient plus tard qu'elle était pire que tout ce qu'ils avaient affronté pendant la guerre. Pire que les chars, pire que les bombardiers, pire que le front de l'Est. Pour comprendre pourquoi l'artillerie américaine terrifiait les Allemands, il faut d'abord comprendre comment l'artillerie était censée fonctionner. Traditionnellement, un bombardement commençait toujours par des tirs de réglage, 1 ou 2 obus. Les observateurs notèrent l'impact. Les artilleurs ajustaient l'angle, la charge, la direction, puis seulement la vraie salve débutait. Ce processus prenait du temps. Et surtout, il offrait quelque chose de précieux à l'ennemi, un avertissement. Les premiers obus disaient tout. Ils disaient où se cacher. Ils disaient combien de secondes il restait pour se jeter au sol, pour se glisser sous un véhicule, pour se plaquer contre la terre. Et ces secondes faisaient toute la différence. L'armée américaine avait étudié cette réalité de manière clinique. Des tests avaient été menés pour mesurer la réaction des soldats sous le feu. Au moment du premier impact, 58% des hommes étaient encore debout. Seulement 9% étaient correctement à couvert. Mais 2 secondes plus tard, les chiffres s'inversaient. Après 8 secondes, presque tous étaient au sol, protégés tant bien que mal. Les mathématiques étaient impitoyables. Un bombardement laissant 8 secondes d'avertissement était jusqu'à 66% moins meurtrier qu'un bombardement sans avertissement. Alors la question est devenue obsédante pour certains officiers américains dans les années 1930. Et s'il n'y avait aucun avertissement? La réponse ne vint pas d'Europe, mais d'un endroit balayé par le vent, loin des projecteurs. Un lieu que peu de gens associeraient à une révolution militaire. Les collines poussiéreuses de l'Oklahoma, Fort Sill. Depuis 1911, Fort Sill était le centre de formation de l'artillerie américaine. Entre les 2 guerres mondiales, alors que le reste de l'armée stagnait, un petit groupe d'officiers y travaillait discrètement à réinventer la manière de faire la guerre. Pas par bravoure, pas par héroïsme, par calcul. À la fin des années 1920, un major nommé Carlos Brewer arriva au département de tir avec une conviction dérangeante. L'artillerie américaine était trop lente, trop rigide, prisonnière des méthodes de 1918. Il commença à expérimenter de nouvelles procédures de direction du feu, cherchant à réduire chaque seconde inutile. Son successeur, le major Orlando Ward, alla encore plus loin. Il introduisit un concept radical, le centre de direction de tir. Au lieu que chaque batterie calcule ses propres données de tir, un quartier général central coordonnerait toutes les pièces d'un secteur, toutes, en même temps. L'idée semblait simple, elle était en réalité d'une complexité meurtrière. Chaque obus suit une trajectoire balistique différente. Un canon de 105 mm à 5 km de la cible n'avait pas le même temps de vol qu'un obusier de 155 mm placé plus loin. Certains obus mettaient 40 secondes à arriver, d'autres plus d'1 minute, certains plus encore. Mais si l'on calculait précisément ces temps, si chaque pièce
tirés à un moment différent, alors tous les obus pouvaient arriver exactement au même instant. On appela cela time on target. Le compte à rebours était transmis par radio. Les chefs de pièce tenaient à leur chronomètre. Les canons les plus éloignés tiraient en premier, puis les batteries intermédiaires, enfin les plus proches. Et sur la cible, rien. Aucun bruit. Aucun indice. Puis tout explosait à la fois. Pour un soldat allemand, c'était incompréhensible. Le silence, le vent, le chant d'un oiseau. Et soudain, l'anéantissement total, sans logique apparente, sans défense possible. Et ce n'était que le début. Pour les artilleurs allemands survivants, le plus troublant n'était pas la violence de l'impact, c'était l'absence totale de logique perceptible. Leur formation leur avait appris à reconnaître les signes. Un premier obus tombait court, puis un second trop long. Ensuite venait la correction. On apprenait à compter, à anticiper, à survivre dans ces interstices minuscules entre le son et la mort. Ici, il n'y avait aucun interstice, aucun temps mort, aucun rythme. Les prisonniers allemands répétaient tout la même chose lors des interrogatoires. Le silence avant la frappe était pire que la frappe elle-même, parce que le silence mentait. Il donnait l'illusion que tout allait bien, que la position n'avait pas été repérée, que l'ennemi hésitait encore. Puis sans transition, le monde se désintégrait. Les officiers allemands comprenaient parfaitement les calculs balistiques. Ils savaient ce qui était théoriquement possible. Ce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, c'était la vitesse. Dans le système allemand, même une attaque surprise bénéficiait d'un répit. 10 à 12 minutes. C'était le temps nécessaire pour transmettre l'information, effectuer les calculs, préparer les pièces, corriger le tir. 10 minutes pouvaient décider du sort d'un bataillon. Les Américains, eux, répondaient en moins de 3 minutes. La différence ne tenait pas à un seul facteur, mais à une combinaison presque invisible de doctrine, de technologie et d'organisation. Là où les observateurs allemands dépendaient encore de lignes téléphoniques vulnérables, constamment coupées par les bombardements, les Américains utilisaient des radios FM mobiles. Des officiers américains avaient étudié des technologies civiles, notamment les systèmes radio de la police du Connecticut, et en avaient décompris le potentiel militaire. Les observateurs avancés américains ne restaient pas en arrière. Ils marchaient avec l'infanterie. Ils rampaient avec elle. Ils voyaient ce que voyaient les fantassins et transmettaient immédiatement les coordonnées. En 1944, une compagnie américaine sous le feu pouvait appeler un barrage d'artillerie avant même que l'attaque ennemie n'ait pleinement commencé. Ces 9 minutes de différence coûtaient des milliers de vies allemandes. Mais il y avait pire encore. La logistique allemande appartenait à un autre siècle. Tandis que les colonnes américaines ronronnaient au diesel chargées de munitions standardisées, les convois allemands avançaient au rythme des sabots. Les chevaux tiraient des pièces lourdes dans la boue normande. Ils s'effondraient en d'épuisement. Ils mouraient sous les éclats. Et chaque perte ralentissait encore davantage un système déjà fragile. À cela s'ajoutait un chaos invisible, mais fatal. L'artillerie allemande utilisait des pièces capturées dans toute l'Europe. Des canons français, des obusiers tchèques, des armes polonaises, des pièces soviétiques saisies sur le front de l'Est. Chaque arme nécessitait ses propres tables de tir, ses propres obus, ses propres procédures. Certaines batteries restaient silencieuses simplement parce que la bonne munition n'était pas arrivée. Les Américains, au contraire, avaient standardisé les mêmes calibres, les mêmes tables, les mêmes procédures, des solutions de tir précalculées pour presque toutes les situations imaginables. Quand un observateur appelait un tir, les chiffres existaient déjà. Les Allemands savaient qu'ils étaient inférieurs en nombre de pièces. Ce qu'ils ne comprirent que trop tard, c'est qu'ils étaient dépassés sur le plan conceptuel. Ils affrontaient une machine conçue pour délivrer une violence instantanée, coordonnée et écrasante. Le baptême du feu de ce système eut lieu en Afrique du Nord à la fin de 1942. Les forces américaines étaient inexpérimentées. Certaines unités paniquèrent, certaines reculèrent. Mais l'artillerie, elle, fonctionna exactement comme prévu. Le maréchal Erwin Rommel, pourtant habitué à affronter l'artillerie britannique, en prit note. Dans une lettre à sa femme datée de février 1943, il décrivit des combats où un avion d'observation dirigeait simultanément le feu de nombreuses batteries sur toutes les cibles valables d'un secteur. Les tirs arrivaient plus vite que ses propres unités ne pouvaient réagir. Les soldats allemands, vétérans du désert, commencèrent à respecter l'artillerie américaine bien avant de respecter l'infanterie américaine.
Même lorsque des positions américaines étaient submergées, les canons continuaient de tirer. Les avancées allemandes se brisaient sur des rideaux d'acier surgissant sans avertissement. Ce n'était pas une démonstration de force isolée. C'était un système qui apprenait, s'adaptait, se perfectionnait à chaque engagement. En Normandie, ce système atteignit une maturité terrifiante. Le bocage normand aurait dû être un paradis défensif. Des champs cloisonnés par des talus massifs, surmontés de haies épaisses, offrant des positions idéales. Les chars américains étaient piégés. L'infanterie avançait mètre par mètre. Chaque attaque coûtait du sang. Mais l'artillerie, elle, ne cessait d'évoluer. Les observateurs apprirent à appeler des tirs sur des positions qu'ils ne voyaient pas directement. Les avions de repérage tournaient au-dessus des lignes, transmettant des corrections en temps réel. Les Allemands comprirent rapidement qu'aucun endroit n'était réellement sûr. À la colline 192, près de Saint-Lô, les défenseurs allemands avaient repoussé toutes les attaques. La nuit venue, l'artillerie américaine lança quelque chose de nouveau. 20 missions time on target en une seule nuit. À intervalles irréguliers, les positions supposées sûres explosaient simultanément. Les hommes ne dormaient plus, ils ne se ravitaillaient plus. Ils ne pouvaient pas se replier, car l'arrière était frappé lui aussi. À l'aube, la résistance s'était effondrée. Et ce n'était encore qu'un prélude. Le 25 juillet 1944, l'armée américaine décida de montrer ce qui se produisait lorsque l'artillerie cessait d'être un soutien et devenait l'arme principale. L'opération Cobra devait briser l'impasse normande. Le plan de Bradley était simple et brutal. Concentrer une violence écrasante sur un front étroit, puis exploiter la rupture sans laisser à l'ennemi le temps de comprendre ce qui lui arrivait. À 9h38 du matin, le ciel s'ouvrit. Des vagues de bombardiers lourds apparurent au-dessus des lignes allemandes à l'ouest de Saint-Lô. Ils larguèrent leurs charges méthodiquement, transformant des kilomètres de terrain en un paysage lunaire. Les bombardiers moyens suivirent, puis les chasseurs bombardiers. Quand la poussière et la fumée commencèrent à se dissiper, l'artillerie entra en scène. Plus de 1100 canons ouvrirent le feu. 140 000 obus avaient été alloués au 7e corps. La zone ciblée cessa tout simplement d'exister en tant que force combattante. Les soldats allemands pris dans ce secteur ne parlaient plus d'attaque ou de défense. Ils parlaient de survie, de survie pure. Les postes de commandement furent pulvérisés. Les lignes de communication disparurent. Les unités furent morcelées en fragments incapables de se coordonner. Les survivants se terrèrent sans savoir s'ils étaient encerclés, coupés ou déjà morts, sans le savoir. Le général Fritz Bayerlein commandait la Panzer-Lehr-Division, l'une des unités blindées d'élite de l'armée allemande. Ces hommes avaient combattu sur le front de l'Est. Ils avaient enduré les barrages soviétiques. Ils avaient survécu aux bombardements britanniques. Rien ne les avait préparés à Cobra. Dans son rapport après action, Bayerlein décrivit un enfer méthodique. Les bombes tombaient si près qu'elles semblaient se déplacer en vagues. Des colonnes de poussière montaient en rideaux, des fontaines de terre jaillissaient partout. Les chars étaient retournés, éventrés, projetés dans les fossés. Les radios étaient réduites au silence. Les cartes devenaient inutiles. Mais ce n'était pas la destruction matérielle qui brisait les hommes, c'était l'impuissance. Les survivants, écrivit-il, se comportaient comme des fous. Ils tremblaient innombrables sans pouvoir se contrôler. Certains étaient incapables de parler, d'autres lâchaient leurs armes comme si elles brûlaient. Dans son évaluation personnelle, Bayerlein conclut que l'enfer n'était probablement pas pire que ce qu'ils avaient vécu ce matin-là. En quelques heures, la Panzerlehr perdit près de la moitié de sa capacité de combat. Et Cobra n'était que le début. La ligne allemande ne plia pas. Elle éclata. Les blindés américains s'engouffrèrent dans la brèche. Les colonnes avancèrent à une vitesse que les états-majors allemands jugeaient impossible. Les unités en retraite furent harcelées sans répit. Les observateurs américains chevauchaient avec les éléments de tête, appelant des tirs sur chaque concentration de troupes, chaque carrefour, chaque tentative de regroupement. L'avance était si rapide que les bataillons d'artillerie devinrent littéralement sauter de position en position pour suivre. Mais le système avait été conçu pour cela. Les batteries se déplaçaient, se déployaient, recalculaient et tiraient en quelques minutes. Les Allemands, tentant d'établir des lignes de blocage, découvraient que les obus arrivaient avant même qu'ils n'aient fini de creuser.
L'artillerie semblait omniprésente, invisible, inévitable. En août, l'armée allemande en France était en déroute. Des divisions entières furent détruites dans la poche de falaise prise sous des tirs convergents venus de plusieurs directions. Ceux qui survécurent transportèrent leurs récits jusqu'en Allemagne. Des histoires de canons américains qui tiraient sans prévenir, d'obus qui semblaient tomber de nulle part. Puis vint l'hiver, et avec lui une évolution qui rendit l'artillerie américaine encore plus terrifiante. La fusée de proximité, les soldats l'appelaient la fusée drôle. Le Pentagone avait gardé cette technologie secrète pendant des années, craignant qu'un obus non explosé ne tombe entre les mains ennemies. À l'intérieur se trouvait un minuscule émetteur radar. L'obus n'explosait plus à l'impact, mais lorsqu'il détectait le sol à une distance précise, généralement entre 6 et 15 mètres. L'explosion se produisait dans les airs. Un obus à éclatement aérien était une arme cauchemardesque. Les éclats pleuvaient verticalement, pénétrant les tranchées, les abris, les trous individuels qui protégeaient habituellement des explosions au sol. Combinée au tir time on target, la fusée de proximité transformait l'artillerie en quelque chose de presque surnaturel. Lors de l'offensive allemande dans les Ardennes, Eisenhower exigea que toutes les restrictions soient enlevées. L'armée américaine utilisa tout ce qu'elle avait. Le 16 décembre 1944, plus de 200 000 soldats allemands attaquèrent par surprise. Les lignes américaines furent enfoncées. Des unités reculèrent, non, mais l'artillerie tint. À Dom-Budgenbach, sur l'épaule nord du saillant, la situation était désespérée. La 2e division d'infanterie risquait l'anéantissement. En 8 heures, l'artillerie américaine tira plus de 10 000 obus. Pour les soldats américains gelés dans leurs trous, ce tonnerre lointain n'était pas du bruit. C'était la survie. L'avance allemande s'arrêta net, et bientôt, les obus commencèrent à exploser au-dessus des têtes. Lorsque les premiers obus à fusée de proximité éclatèrent au-dessus des positions allemandes dans les Ardennes, beaucoup crurent d'abord à une erreur de tir. Les explosions ne correspondaient à rien de connu. Elles ne frappaient tout pas le sol. Elles ne cherchaient pas les abris. Elles surgissaient dans l'air exactement là où un homme pensait être en sécurité. Les tranchées, creusées à la hâte dans une terre gelée, perdaient instantanément leur utilité. Les éclats descendaient comme une pluie verticale, pénétrant les casques, les épaules, les dos. Les soldats qui s'étaient jetés au fond de leurs trous comprirent trop tard que la protection habituelle ne servait plus à rien. Là où un obus classique blessait par projection latérale, celui-ci tuait par saturation. Pour les Allemands, l'effet fut dévastateur. Ils avaient appris à lire le terrain, à exploiter chaque pli du sol, chaque fossé, chaque talus. Ils avaient survécu pendant des années grâce à cette discipline. En quelques heures, cette connaissance devenait inutile. La mort ne venait plus du sol, elle venait d'en haut. Les unités attaquantes commencèrent à se disloquer. Les formations perdaient leur cohérence sous des barrages qui semblaient anticiper chaque mouvement. Les chefs de section hurlèrent des ordres que personne n'entendait. Les radios ne répondaient vraiment plus. Les messagers n'arrivaient jamais à destination. À mesure que la confusion augmentait, l'artillerie resserrait son étreinte. Sur l'épaule nord du saillant, 4 divisions américaines coordonnèrent leur artillerie sous un commandement unique. 348 canons, renforcés par un bataillon de mortiers lourds, tirèrent comme un seul organisme. Les obus arrivaient de toutes les directions, convergeant sur des points précis. Les unités allemandes qui avaient percé les lignes d'infanterie américaines se retrouvèrent soudainement isolées, déchiquetées par des tirs croisés impossibles à éviter. C'est à ce moment-là que des rapports commencèrent à circuler, même parmi les officiers allemands les plus aguerris. Des soldats, pourtant entraînés, pourtant endurcis par des années de guerre, perdaient en tout contrôle. Certains couraient, sans direction, jetant leurs armes. D'autres restaient prostrés, incapables de bouger, le regard vide. La discipline, pilier de l'armée allemande, se dissolvait sous la pression. George Patton n'était pas un homme facilement impressionné par la technologie. Il croyait à l'élan, à l'attaque, à la volonté. Pourtant, lorsqu'il vit les effets de la fusée de proximité combinée au tir synchronisé, même lui dut reconnaître l'évidence. Dans une lettre adressée au département de la guerre, il décrivit une scène précise. Une unité allemande tentait de traverser une rivière sous couvert de la nuit. L'artillerie américaine les prit sous un barrage aérien. Après l'action, les soldats américains comptèrent 72 corps. Un comptage réel, pas une estimation.
Un seul tir d'artillerie avait anéanti un bataillon entier en quelques minutes. Patton ajouta une remarque qui surprit même ses propres supérieurs. Si toutes les armées obtenaient en cette arme, écrivait-il, il faudrait repenser complètement la manière de faire la guerre. Puis, comme une concession rare, il conclut qu'il était heureux que les Américains y aient pensé en premier. À Malmedy, l'artillerie américaine utilisa massivement les obus à éclatement aérien contre des formations allemandes en attaque. Les défenseurs assistèrent à une scène qu'aucun manuel n'aurait pu prévoir. Des soldats allemands sortirent de leur position et se mirent à courir droit vers les lignes américaines, les bras levés, hurlant un seul mot, « camarades ». Ils ne cherchaient pas un avantage tactique, ils cherchaient à fuir l'artillerie, à être capturés, à être n'importe où ailleurs que sous ce feu. Lors des interrogatoires, les réponses se ressemblaient étrangement. Ce n'était pas le froid. Ce n'était pas les chars. Ce n'était même pas l'infanterie américaine. C'était le moment où les obus explosaient au-dessus d'eux, sans avertissement, rendant chaque geste inutile. L'artillerie avait franchi un seuil invisible. Elle n'était plus seulement une arme de destruction. Elle était devenue une arme de terreur systématique. Et les Allemands savaient que ce qu'ils affrontaient n'était pas un hasard. À mesure que l'hiver avançait, quelque chose de fondamental changea dans la manière dont les officiers allemands parlaient de la guerre à l'Ouest. Les conversations ne portaient plus sur les divisions blindées, ni sur les nouveaux chars ennemis, ni même sur la supériorité aérienne alliée. Elles revenaient toujours au même sujet, l'artillerie américaine, sa rapidité, sa précision, et surtout son caractère inévitable. Les états-majors allemands tentèrent d'analyser le phénomène rationnellement. Ils étudièrent les schémas de tir, comparèrent les délais de réaction, examinèrent les rapports de pertes. Tout indiquait que les Américains avaient transformé l'artillerie en un système centralisé, presque industriel, capable de produire une violence immédiate à grande échelle. Là où l'armée allemande privilégiait encore l'initiative locale et l'autonomie des batteries, les Américains misaient sur la coordination absolue. Cette différence doctrinale avait des conséquences directes sur le champ de bataille. Lorsqu'une unité allemande lançait une attaque, elle s'attendait à un certain déroulement. Contact initial, réaction ennemie, ajustement, puis contre-attaque. Mais face aux Américains, ce schéma se brisait. L'attaque était souvent stoppée avant même d'avoir commencé. Les obus arrivaient si vite que les unités n'avaient pas le temps de s'établir, de reconnaître le terrain, de se déployer correctement. Les survivants parlaient d'un sentiment d'étouffement, comme si chaque mouvement déclenchait instantanément une réponse écrasante, comme si l'ennemi voyait tout. Ce n'était pas une illusion. Les observateurs américains formaient une caste particulière. Leur entraînement insistait sur l'autonomie, la mobilité, la capacité à agir sous pression. Beaucoup opéraient à quelques dizaines de mètres seulement des lignes allemandes, parfois plus près encore. Ils se déplaçaient avec les unités d'assaut, grimpaient sur des clochers, des collines, des carcasses de chars, cherchant le moindre angle de vue. Mais même lorsqu'ils ne voyaient Ranstein, ils pouvaient frapper. Les tirs indirects guidés par cartes, calculs et radio permettaient de saturer des zones entières. Un village suspect, un carrefour, une lisière de forêt, tout pouvait devenir une cible en quelques instants. Pour les Allemands, cela signifiait que la dissimulation traditionnelle ne garantissait plus la sécurité. Se cacher ne suffisait plus. Il fallait disparaître. En mars 1945, alors que les forces alliées approchèrent Turin, l'artillerie américaine atteignit un niveau de coordination jamais vu auparavant. Sur la rive ouest, des centaines de pièces furent alignées, calibrées, synchronisées. Les généraux Simpson et Eisenhower observèrent l'opération depuis un point élevé, conscients qu'ils assistaient à quelque chose d'historique. À l'heure prévue, plus de 2700 canons ouvrirent le feu simultanément. 60 000 obus furent tirés en une seule heure. Les positions allemandes sur la rive opposée ne subirent pas simplement des pertes. Elles cessèrent d'exister. Les tranchées furent nivelées, les abris écrasés. Les survivants, hébétés, incapables de se battre, furent capturés presque sans résistance lorsque l'infanterie traversa le fleuve. Pour beaucoup d'officiers allemands, ce moment marqua la fin de toute illusion. La guerre n'était plus une question de manœuvre ou de courage individuel. Elle était devenue une équation où ils n'avaient plus les variables nécessaires pour gagner. Après la capitulation, les services de renseignement américains interrogèrent systématiquement les commandants allemands.
Les témoignages convergeaient, les critiques sur l'infanterie américaine revenaient souvent. On la disait trop dépendante du feu, trop prudente. Mais dès que la conversation abordait l'artillerie, le ton changeait, le respect s'imposait. Un officier allemand résuma la différence avec une simplicité brutale. Les Britanniques, disait-il, tiraient, puis ajustaient. Les Américains, eux, tiraient tout, partout, tout de suite. Et quand le feu cessait, l'attaque suivait immédiatement avant même que les défenseurs puissent lever la tête. Cette cadence écrasante détruisait la doctrine défensive allemande, fondée sur l'absorption du choc initial suivi d'une contre-attaque rapide. Il n'y avait plus de choc initial. Il n'y avait qu'un déluge continu. L'artillerie américaine n'avait pas seulement gagné des batailles, elle avait réécrit les règles, et ceux qui l'avaient affrontée savaient qu'ils avaient combattu quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne laissait aucune place à l'erreur. Derrière cette efficacité presque inhumaine, il n'y avait ni miracle ni improvisation. Il y avait des années de travail invisible, menées loin du front par des hommes qui ne verraient jamais la ligne de contact. Des officiers qui avaient passé l'entre-deux-guerres à résoudre des problèmes abstraits, pendant que d'autres armées se reposaient sur les leçons de 1918. À Fort Sill, dans les années 1930, l'artillerie américaine n'était pas perçue comme une arme secondaire. Elle était envisagée comme un système scientifique. Les exercices ne se concentraient pas sur la bravoure individuelle, mais sur la coordination, la précision, la réduction des délais. On chronométrait tout. Le temps entre la demande de tir et le premier impact, le temps nécessaire pour déplacer une batterie, le temps perdu à cause d'une erreur de transmission. Chaque seconde économisée était considérée comme une vie sauvée. Les officiers étaient formés à penser en réseau plutôt qu'en unité isolée. Une batterie n'était plus une entité autonome. Elle devenait un nœud dans une structure plus vaste, capable de se connecter instantanément à d'autres nœuds. Cette manière de penser, radicale pour l'époque, permettait une flexibilité totale. Une unité d'infanterie pouvait être soutenue par des canons qu'elle ne verrait jamais. Des pièces, situées à des kilomètres de distance, pouvaient frapper avec une précision déconcertante. Cette approche contrastait violemment avec celle de l'armée allemande, qui valorisait encore l'initiative locale et la compétence individuelle des chefs de batterie. Sur le papier, cela donnait une armée agile. En pratique, face à un adversaire capable de centraliser et de synchroniser des centaines de canons, cette autonomie devenait une faiblesse. Les Allemands tentaient parfois de riposter par des tirs de contre-batterie. Mais là encore, le décalage technologique se faisait sentir. Les radars de localisation américains, combinés aux observateurs aériens, permettaient d'identifier rapidement les positions ennemies. Avant même que les artilleurs allemands n'aient ajusté leurs tirs, leurs propres batteries étaient déjà sous le feu. Dans plusieurs secteurs, des unités allemandes furent alors contraintes de déplacer leurs canons après chaque salve, dans l'espoir d'échapper à la destruction. Cette tactique, efficace face à des adversaires plus lents, devenait presque inutile. Les Américains recalculaient et frappaient à nouveau avant que les pièces n'aient été correctement réinstallées. Peu à peu, un phénomène inquiétant apparut dans les rapports allemands. Les unités perdèrent confiance dans leur propre artillerie. Les fantassins ne croyaient plus à la protection promise par leurs canons. Lorsqu'une attaque américaine commençait, beaucoup savaient déjà que l'artillerie ne pourrait pas les sauver. Ce sentiment d'abandon avait un effet corrosif sur le moral. Sur le terrain, les soldats développaient des réflexes nouveaux, souvent irrationnels. Certains refusaient de s'abriter dans des positions pourtant solides, convaincus que l'artillerie américaine finirait par les atteindre. D'autres restaient figés, incapables de décider quoi que ce soit, attendant simplement que le barrage cesse. Les commandants, eux, se retrouvaient piégés dans une spirale impossible. Toute concentration de troupes attirait immédiatement le feu ennemi. Toute tentative de regroupement se soldait par des pertes. Même les mouvements nocturnes, autrefois relativement sûrs, devenaient dangereux à mesure que les Américains perfectionnaient leur capacité d'observation et de calcul. À ce stade de la guerre, l'artillerie américaine ne se contentait plus de soutenir les opérations. Elle les dictait. Les plans d'attaque allemands devaient désormais intégrer une variable incontrôlable, la probabilité d'être écrasé avant même d'entrer en contact avec l'ennemi. Cette incertitude permanente paralysait la prise de décision. Les offensives perdèrent leur élan. Les défenses devenaient rigides et prévisibles. Pendant ce temps, du côté américain, le système continuait de s'affiner. Les leçons étaient immédiatement intégrées. Les procédures ajustées, les temps de réaction encore réduits.
La guerre devenait un laboratoire grandeur nature, et chaque bataille fournissait de nouvelles données. À la fin de 1944, certains officiers allemands parlèrent de l'artillerie américaine comme d'une entité autonome, presque consciente, une force qui réagissait plus vite que l'esprit humain, qui frappait avant même que l'intention ne se transforme en action. Ce n'était pas une exagération, c'était le résultat logique d'un système conçu pour supprimer toute friction. Et face à un tel système, le courage individuel, aussi réel soit-il, ne suffisait plus. À mesure que l'armée allemande reculait vers ses propres frontières, une certitude s'installait chez ceux qui avaient survécu au combat de l'Ouest. Ils n'avaient pas seulement été battus par des hommes, mais par un système. Un système conçu pour supprimer l'incertitude, réduire le temps et écraser toute tentative de résistance avant même qu'elle ne prenne forme. Dans les villages français puis belges, les mêmes scènes se répétaient. Une unité allemande arrivait en hâte, tentait d'organiser une ligne défensive, de placer quelques mitrailleuses, de creuser des positions sommaires. Parfois tout semblait calme pendant quelques minutes, puis les premières coordonnées étaient transmises. Et avant que les ordres ne soient entièrement diffusés, l'artillerie américaine frappait. Les obus n'arrivaient pas en désordre, ils arrivaient exactement là où ils devaient arriver. Les carrefours, les points hauts, les lisières de bois, les zones de rassemblement. Ce n'était pas une violence aveugle, c'était une violence informée. Les officiers allemands commencèrent à comprendre que chaque mouvement laissait une trace. Une colonne de véhicules, une concentration inhabituelle de fantassins, un poste radio trop actif. Tout devenait un signal potentiel, et chaque signal appelait une réponse. Les tentatives de camouflage devenaient de plus en plus désespérées. Les unités se dispersaient au point de perdre toute cohésion. Les commandants hésitaient à transmettre des ordres par radio, craignant d'attirer le feu. Mais le silence était tout aussi dangereux. Sans coordination, les unités se retrouvaient isolées, incapables de se soutenir mutuellement. Dans ce contexte, l'artillerie américaine jouait un rôle supplémentaire, moins visible mais tout aussi décisif. Elle brisait la confiance entre les hommes, la confiance dans les chefs, la confiance dans la possibilité même d'agir. Les rapports de terrain allemands mentionnaient de plus en plus souvent un phénomène troublant, l'anticipation de la frappe. Des soldats se jetaient à terre avant même que le premier obus ne tombe, persuadés que le feu allait arriver. D'autres refusaient de se déplacer, convaincus que tout mouvement déclencherait un barrage. La peur n'était plus liée à un événement précis. Elle était permanente. À l'approche de la frontière allemande, certains généraux tentaient encore de restaurer une forme de discipline. Ils parlaient en art de résistance finale, de lignes fortifiées, de défense du sol national, mais sur le terrain, ces discours se heurtaient à une réalité brutale. Les fortifications improvisées n'offraient aucune protection face à des tirs aériens synchronisés. Les bunkers légers devenaient des pièges mortels lorsque les obus éclataient au-dessus. Même les villes, autrefois perçues comme des bastions naturels, perdèrent leur valeur défensive. Les observateurs américains apprenaient à utiliser les clochers, les toits, les collines avoisinantes pour guider le feu. Les rues se transformaient en couloirs de destruction. Les carrefours devenaient des points de mort. Pour les civils, le passage du front était souvent annoncé par le même phénomène. Un silence étrange, puis osé, soudain, des explosions simultanées qui faisaient trembler les maisons comme si la terre elle-même se révoltait. Beaucoup racontèrent plus tard qu'ils n'avaient jamais entendu les canons tirer. Seulement l'impact. Dans les unités américaines, cette puissance était perçue avec un mélange de respect et de soulagement. Les fantassins savaient que l'artillerie était là, qu'elle répondrait, qu'elle frapperait vite. Cette certitude renforçait leur morale. Ils avançaient avec l'idée qu'en cas de problème, une solution existait déjà, prête à s'abattre sur l'ennemi. Ce contraste était saisissant. D'un côté, des soldats allemands convaincus que chaque instant pouvait être le dernier, sans avertissement. De l'autre, des soldats américains progressant avec la certitude que le feu suivrait. À ce stade de la guerre, l'artillerie américaine avait inversé un principe fondamental. Ce n'était plus l'infanterie qui avançait sous la protection des canons. C'étaient les canons qui ouvraient la voie, écrasant toute résistance avant que les hommes ne s'y engouffrent. Et plus les Allemands reculaient, plus cette mécanique gagnait en confiance. À l'hiver 1945, ce qui restait de l'armée allemande à l'ouest n'essayait plus réellement de gagner. Elle tentait de retarder, de survivre, de préserver ce qui pouvait encore l'être.
Mais même cette stratégie devenait presque impossible face à une artillerie capable de transformer chaque pause, chaque regroupement, chaque tentative de réorganisation en catastrophe. Les routes allemandes étaient devenues des pièges. Les colonnes de repli s'étiraient sur des kilomètres, chargées de blessés, de véhicules endommagés, de chevaux épuisés. Un simple signal, une observation aérienne, un message radio intercepté, un rapport d'éclaireur suffisait à déclencher une réponse. Quelques minutes plus tard, les obus tombaient, toujours sans avertissement, toujours avec cette précision glaçante. Les officiers allemands parlaient désormais d'une guerre impossible à lire. Il n'y avait plus de front clairement défini, plus de zone réellement sûre. Les arrière-gardes, censés offrir un répit, étaient frappés aussi violemment que les lignes de contact. Les hôpitaux de campagne devaient constamment se déplacer, sachant qu'une trop longue immobilité attirerait le feu. Dans certains secteurs, les commandants interdisaient même l'utilisation prolongée des radios, craignant que toute transmission ne trahisse leur position. Mais ce silence forcé compliquait la coordination, ralentissait les mouvements et finissait par exposer les unités à des frappes encore plus destructrices lorsqu'elles étaient enfin détectées. L'artillerie américaine exploitait chaque faiblesse avec une froide efficacité. Les centres de direction de tir recevaient un flux constant d'informations. Rapports d'observateurs, données aériennes, cartes mises à jour, rien n'était laissé au hasard. Les tirs étaient planifiés, ajustés, relancés avec une rapidité qui laissait l'adversaire sans réaction possible. Sur le terrain, certains soldats allemands développaient des comportements presque superstitieux. Ils évitaient certains endroits, refusaient de rester trop longtemps au même endroit, même lorsque la situation l'exigeait. La peur n'était plus rationnelle, elle était ancrée dans l'expérience. Ils avaient vu ce qui arrivait à ceux qui restaient immobiles. Les villes allemandes elles-mêmes, pourtant préparées à résister aux bombardements aériens, se révélèrent invulnérables à cette nouvelle forme de feu. Les tirs coordonnés pouvaient essayer de frapper des quartiers précis, isoler des zones, empêcher tout mouvement organisé. Les défenseurs perdaient l'initiative avant même de comprendre ce qui se passait. Pour les Américains, cette phase de la guerre confirmait une conviction profonde. Leur artillerie n'était pas simplement un outil de destruction. Elle était un instrument de contrôle du champ de bataille. Elle décidait où l'ennemi pouvait se tenir, quand il pouvait bouger, et souvent s'il pouvait encore combattre. Cette maîtrise avait un coût psychologique des deux côtés. Les artilleurs américains savaient qu'ils infligeaient une souffrance immense à un adversaire déjà en déroute, mais ils savaient aussi pourquoi ils le faisaient. Chaque barrage réussi signifiait moins de combats rapprochés, moins de pertes dans les rangs de l'infanterie, moins de noms à envoyer aux familles. Dans les journaux personnels retrouvés après la guerre, certains soldats allemands évoquaient une sensation étrange. Ils ne voyaient presque jamais les Américains. Ils entendaient rarement leurs armes légères, mais ils savaient qu'ils étaient là, présents, omniprésents, invisibles. La guerre devenait abstraite, déshumanisée, réduite à des coordonnées et des délais. Et dans cette guerre-là, l'artillerie américaine était sans égale. Lorsque les forces américaines franchirent le Rhin, il ne restait plus grand-chose de la structure de commandement allemande à l'ouest. Les cartes étaient obsolètes. Les unités étaient fragmentées. Les ordres arrivaient trop tard ou pas du tout. Mais même dans ce chaos, une constante demeurait. Dès qu'une formation allemande tentait de se rassembler, l'artillerie américaine intervenait. Les ponts de fortune, les gués, les points de passage improvisés devinrent des lieux de mort. Les ingénieurs allemands travaillaient la nuit, sous couvert de brouillard, croyant encore que l'obscurité offrait une protection. Ils n'avaient pas encore compris que la rapidité du système américain rendait ces précautions presque inutiles. Une fois un point repéré, il était condamné. Les tirs n'étaient plus seulement réactifs, ils étaient préventifs. Les centres de direction de tir anticipaient les mouvements probables, frappaient des zones avant même qu'elles ne soient occupées. Ce n'était plus une réponse à une action ennemie, c'était une négation de l'action elle-même. Les Allemands tentaient parfois de forcer le passage malgré tout. Des colonnes entières se lançaient en avant, conscientes du risque mais n'ayant aucune alternative. Les témoignages parlent de routes soudainement illuminées par des explosions simultanées, de véhicules retournés, de chevaux hurlant de douleur, de cris noyés dans le fracas. Ceux qui survivaient n'essayaient plus de comprendre. Ils fuyaient. À ce stade, l'artillerie américaine avait acquis une réputation presque mythique. Les rumeurs circulaient plus vite que les ordres. On parlait de canons capables de frapper à des kilomètres sans jamais se montrer, de barrages qui apparaissaient comme par magie,
de positions détruites sans qu'aucun avion n'ait été vu. Cette réputation avait un effet multiplicateur. Certaines unités se repliaient avant même le premier tir, convaincues que rester en place était synonyme d'anéantissement. D'autres tentaient de se fondre dans le terrain, abandonnant tout équipement lourd pour augmenter leurs chances de survie. Les officiers allemands perdaient leur autorité non pas par manque de courage, mais parce que leurs ordres n'offraient plus de solutions crédibles. Comment ordonner de tenir une position quand chaque homme savait que l'artillerie pouvait frapper à tout moment? Comment planifier une contre-attaque quand chaque regroupement était immédiatement sanctionné? Du côté américain, cette domination posait aussi des questions. Certains commandants s'inquiétèrent de la dépendance croissante envers le feu. Ils craignaient que l'infanterie ne perde son agressivité, sa capacité à manœuvrer sans soutien massif. Mais ces inquiétudes restaient théoriques. Sur le terrain, l'artillerie continuait de sauver des vies. Chaque village prit avec un minimum de résistance. Chaque pont franchi sous couverture. Chaque unité allemande neutralisée à distance réduisait le nombre de combats rapprochés, les plus coûteux en vies humaines. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À mesure que l'avance se poursuivait, l'artillerie devenait presque banale pour les soldats américains. Elle faisait partie du paysage sonore. Un grondement familier, un outil fiable. Mais pour ceux qui la subissaient, elle restait un cauchemar sans forme. Dans les derniers mois de la guerre, certains prisonniers allemands interrogés n'exprimaient plus de colère, seulement une lassitude profonde. Ils parlèrent de nuits sans sommeil, de journées passées à attendre une explosion qui finirait par arriver, de cette sensation d'être traqués par quelque chose d'invisible et d'inévitable. Ils avaient hélas compris, mais trop tard, qu'ils affrontaient une armée qui avait transformé la guerre en problème d'ingénierie. Et ils savaient mais que ce problème ne jouait pas en leur faveur. Après le franchissement du Rhin, la guerre perdit ce qu'il lui restait d'illusions. Les lignes allemandes ne formaient plus qu'une succession de poches isolées, de résistances improvisées, de villes transformées en abris temporaires. Mais même dans ce chaos final, l'artillerie américaine continuait d'imposer son rythme, dictant où la bataille pouvait encore exister. Les dernières tentatives de défense organisées suivaient toutes le même schéma. Une unité allemande s'installait dans un village, croyant que les bâtiments offriraient une protection. Des mitrailleuses étaient déplacées aux fenêtres, des barrages dressés aux entrées, quelques canons anti-chars positionnés à la hâte. Pendant un court instant, tout semblait calme. Puis les premières coordonnées étaient transmises. Le feu tombait avec une précision chirurgicale. Les carrefours étaient frappés en premier, coupant toute retraite. Les bâtiments servant de postes de commandement étaient ensuite pulvérisés. Les rues se transformaient en couloirs de débris. Les défenseurs comprenaient très vite qu'il ne s'agissait pas d'un assaut classique. Il n'y aurait pas de combat prolongé. Il n'y aurait qu'une décision à prendre, rester et mourir ou fuir sous le feu. Dans plusieurs villes, des officiers allemands ordonnèrent l'évacuation presque immédiatement après les premiers impacts. Ils savaient reconnaître le signe annonciateur. Lorsque l'artillerie américaine entrait dans la danse, la bataille était déjà perdue. Les observateurs américains, désormais aguerris, travaillaient avec une efficacité redoutable. Ils utilisaient des cartes détaillées, des photos aériennes récentes, parfois même des renseignements fournis par des civils locaux. Chaque information venait nourrir le système. Chaque donnée se transformait en tir potentiel. Les Allemands tentèrent encore de s'adapter. Ils dispersèrent leurs forces au maximum, évitèrent les routes principales, se déplacèrent par petits groupes, mais cette dispersion rendait toute résistance cohérente impossible. Les unités perdaient leur capacité à se soutenir. La guerre devenait une succession de fuites individuelles plutôt qu'un effort collectif. Dans les rapports de fin de guerre, certains commandants allemands décrivirent cette période comme la plus éprouvante psychologiquement. Non pas parce que les combats étaient les plus intenses, mais parce qu'ils étaient constants. Il n'y avait plus de pause, plus de moments de répit. Chaque silence était suspect. Chaque arrêt était potentiellement fatal. Pour les soldats américains, la progression semblait presque irréelle. Des kilomètres parcourus en une journée, des positions abandonnées sans combat, des prisonniers par centaines, souvent épuisés, affamés, résignés. Beaucoup répétèrent la même chose lors de leur capture. Ils ne voyaient naguère plus l'intérêt de se battre. L'artillerie avait vidé la résistance de son sens. À ce stade, certains officiers américains commencèrent à mesurer l'ampleur de ce qui avait été accompli. Ils comprenaient que l'artillerie n'avait pas seulement appuyé la victoire, elle avait transformé la manière même dont la victoire était obtenue. Elle avait réduit l'ennemi avant le contact, diminué les pertes, accéléré la fin du conflit.
Mais il restait encore une étape, un dernier acte où cette puissance serait observée, analysée et jugée par ceux qui l'avaient subi. Après la capitulation, lorsque le bruit des canons s'éteignit enfin, les interrogatoires commencèrent. Ce n'étaient plus des échanges tendus sur le terrain, mais des entretiens méthodiques, menés dans des salles calmes, parfois autour d'une table, parfois dans des bâtiments encore marqués par la guerre. Les officiers allemands parlaient sans contrainte. Ils n'avaient plus rien à cacher. Et surtout, plus rien à gagner. Les analystes américains cherchaient à comprendre ce qui avait réellement brisé la résistance ennemie. Ils posèrent des questions précises. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Qu'est-ce qui a le plus affecté le moral de vos hommes ? Qu'est-ce qui vous faisait craindre une attaque américaine plus que toute autre chose ? Les réponses revenaient avec une régularité troublante. Ce n'étaient pas les chars, ce n'étaient pas les bombardiers stratégiques, ce n'étaient même pas les pertes humaines, aussi lourdes fussent-elles. C'était l'artillerie. Les officiers allemands décrivaient un sentiment de dépossession, la perte de toute capacité d'initiative. Ils expliquaient que leurs décisions n'avaient plus de poids, parce que chaque choix semblait déjà anticipé. Attaquer, défendre, se replier, tout menait au même résultat dès lors que l'artillerie américaine entrait en action. Un général expliqua que sur le front de l'Est, la violence était constante mais compréhensible. Les barrages soviétiques étaient massifs, mais ils suivaient une logique. On pouvait parfois survivre en se déplaçant rapidement, en se dispersant, en improvisant. À l'Ouest, cette improvisation ne fonctionnait plus. Chaque tentative était punie presque instantanément. D'autres évoquaient la rapidité comme facteur décisif. Le délai entre la détection et l'impact était si court qu'il supprimait toute possibilité d'adaptation. Les ordres n'avaient pas le temps d'être exécutés. Les plans n'avaient pas le temps d'exister. Un officier résuma la situation en quelques mots simples. Face aux Américains, dit-il, la guerre ne laissait aucune seconde de respiration. Et sans respiration, aucune armée ne peut tenir. Ce témoignage revenait sous différentes formes, mais avec la même idée centrale. L'artillerie américaine avait détruit le rythme de la guerre. Elle avait rendu impossible l'enchaînement classique des actions et réactions. Elle avait imposé une cadence que l'armée allemande ne pouvait ni suivre ni briser. Pour les analystes américains, ces conclusions confirmaient ce que certains savaient déjà. Le succès n'était pas le fruit d'un seul chef, d'une seule bataille ou d'une seule arme. Il venait d'une approche systématique, presque froide, de la guerre. Une approche où l'objectif n'était pas la gloire, mais mais l'efficacité mesurable. Les hommes qui avaient conçu ce système, à Fort Sill et ailleurs, restaient largement inconnus du grand public. Ils n'avaient pas mené d'assauts héroïques. Ils n'avaient pas figuré dans les récits populaires. Leur travail s'était déroulé dans des salles de classe, sur des tableaux noirs, avec des règles, des chronomètres et des calculs. Mais leur influence se faisait sentir dans chaque bataille gagnée avec moins de pertes, dans chaque unité d'infanterie épargnée d'un combat inutile, dans chaque soldat rentré vivant. Pour ceux qui avaient subi ce feu, la conclusion était plus simple, plus viscérale. Ils se souvenaient du silence, de cet instant trompeur où rien ne semblait indiquer le danger, puis de l'explosion simultanée qui balayait toute certitude. Et pour beaucoup d'entre eux, cette expérience resta gravée plus profondément que n'importe quelle autre. Avec le recul, l'artillerie américaine de la Seconde Guerre mondiale ne peut pas être comprise uniquement comme une arme. Elle était l'expression d'une manière de penser, une façon d'aborder la guerre non pas comme une suite d'actes héroïques, mais comme un problème à résoudre. Comment frapper plus vite ? Comment frapper plus précisément ? Comment réduire l'incertitude jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun espace pour l'adversaire ? Les officiers allemands qui avaient survécu parlaient rarement de courage ou de lâcheté lorsqu'ils évoquaient leur défaite face aux Américains. Ils parlaient d'impuissance, de cette sensation écrasante de ne plus avoir de prise sur les événements, de donner des ordres qui n'avaient en plus le temps d'être exécutés, de commander des hommes déjà condamnés par un calcul effectué à des kilomètres de là. Pour eux, le plus terrifiant n'était pas la puissance brute, mais la précision, la certitude que chaque regroupement serait repéré, que chaque tentative de résistance serait mesurée, chronométrée, puis anéantie en quelques secondes. La guerre avait perdu son visage humain pour devenir un mécanisme froid, presque automatique. Les soldats, eux, se souvenaient surtout de ce moment particulier. Celui où rien ne semblait se produire, où le silence s'installait, trompeur, presque apaisant, puis, sans transition, le monde explosait. Tous les obus à la fois,
sans avertissement, sans possibilité de se préparer. C'est ce contraste brutal qui brisait les esprits autant que les corps. À Fort Sill, des années plus tôt, personne ne parlait d'enfer. On parlait de délai, de trajectoire, de synchronisation. Les hommes qui perfectionnaient le time on target ne cherchaient pas à terroriser. Ils cherchaient à gagner, à écourter les combats, à ramener leurs soldats chez eux. Leur succès fut si complet que leurs créations prirent une dimension que même eux n'avaient même peut-être pas anticipée. Après la guerre, ces méthodes ne disparurent pas. Elles devinrent la base de la doctrine moderne. La coordination, la centralisation du feu, la rapidité de réaction sont aujourd'hui considérées comme évidentes, mais elles furent, à l'époque, une rupture, une révolution silencieuse. Lorsqu'un général allemand déclara que l'artillerie américaine était pire que l'enfer, il ne parlait pas par hyperbole. Il parlait d'une expérience vécue, de l'impossibilité de lutter contre une force qui frappait sans prévenir, sans relâche, avec une précision mathématique. Il parlait de la sensation de combattre quelque chose d'invisible, d'inévitable. La Seconde Guerre mondiale fut gagnée par de nombreux facteurs, des hommes courageux, des sacrifices immenses, des décisions politiques. Mais pour ceux qui se trouvaient sous les obus, une vérité s'imposa avec une clarté brutale. Sur le champ de bataille, à l'ouest, rien n'était plus redouté que le moment où le silence s'installait. Parce que le silence, avec l'artillerie américaine, signifiait que tout était déjà calculé, et que l'enfer arrivait.